Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Alors justement, voilà une journée parfaite pour faire un petit peu d'analyse intermarché parce qu'il y a des choses à dire et parce que j'ai fait un beau une belle pastèque, un beau backtest hier. Donc vous n'avez pas besoin d'autre chose. De toute façon, pour être transparent, j'ai pas d'autre signal. Et il se passe des choses importantes au niveau des fondamentaux. Alors vous savez, on dit souvent des physiciens qui font des maths comme des cochons. Enfin, c'est les matheux qui disent ça. Ben, moi, je fais de l'analyse fondamentale comme un porc. Hein. Ça n'est là que pour servir mon trading. Donc je vais dire des choses, beaucoup de choses. Si vous êtes un pur fondamentaliste, un pur fonda, un pur de l'analyse économique, vous allez sans doute trouver plein de choses à redire et j'assume. Je fais ça à mon petit niveau, uniquement au service de l'analyse technique. Hein. Donc, si vous avez des choses à corriger, faites-le en commentaire. Je le prendrai pas mal et c'est même bienvenu puisque c'est pas ma spécialité. Mais il y a quand même des choses à dire et je vais les dire parce que c'est des opportunités en fait. Hein. Bon, si je caricature, si vous ouvrez mes actualités économiques, si vous regardez les réseaux sociaux, etc., on est à deux doigts de l'Armageddon financier une fois de plus. Hein. Et ce qui est bien avec les spécialistes de l'économie et les analystes techniques et les analystes boursiers, c'est qu'on prévoit 50 des 5 derniers crashs, quoi. Hein. Et bon, blague à part, on a tendance à être un peu alarmiste parce qu'on aime bien ça. Mais il faut bien voir quand même quand une chose est grave et quand une chose n'est simplement qu'un prétexte pour rentrer parce que c'est une tempête dans un verre d'eau et c'est ce que je vais essayer de montrer avec vous aujourd'hui. L'idée, c'est que les taux américains montent très fort et c'est très inquiétant. Alors, pour reprendre la genèse du problème, vous le savez, les États-Unis sont très endettés. 36 000 milliards de dollars, il y a tellement de zéros que je peux même pas les conceptualiser. Et tous les voyants sont rouges encore. Les voyants sont rouges parce que la dette elle est colossale. Les voyants sont rouges parce que rien que cette année, il va falloir trouver des milliers de milliards de refinancement de la dette qui arrive à échéance. Donc il faut retrouver de l'argent. Vous savez, les grands pays, c'est comme les grandes entreprises. Hein, ça paye pas ses dettes, hein, ça les roule. Hein, c'est pas comme des gens comme vous et moi qui avons une espérance de vie. Il faut rembourser avant de mourir. Les États sont a priori éternels. Et tant qu'on arrive à trouver des gens pour vous prêter de l'argent, il n'y a aucune raison de rembourser. C'est-à-dire on emprunte encore pour rembourser la dette et puis on emprunte encore et finalement on roule une dette, quoi. Hein. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est quand vous trouvez plus de personnes pour vous permettre de rouler la dette. Bref, quand on n'a pas confiance en vous, ou alors lorsque les taux d'intérêt ou les agissements sont tellement importants qu'elle devient auto-alimentée. C'est-à-dire que le service de la dette, notamment les intérêts, sont tellement importants que d'exercice en exercice, eh bien la dette monte toute seule et elle est plus contrôlée. Et en gros, au lieu de s'endetter pour créer de la productivité à venir, de la production à venir, de l'efficacité à venir, on s'endette pour payer la dette, quoi. C'est la charge de la dette qui devient hors de contrôle. Le problème, et je vais commencer par ça, c'est que lorsque l'on regarde le taux à 10 ans, eh bien, on en est à, vous voyez partout ça, 4,6%. Et 4,6%, ça n'a pas l'air tellement plus que 4,5%, qui n'est pas vraiment plus que 4,4%, mais lorsque l'on veut refinancer de la dette et lorsque l'on s'endette pour ça, eh bien, ça devient très très vite des sommes qui sont colossales. Et il faut savoir que pour faire face à ça, il va falloir, d'une part, donc, que les taux d'intérêt baissent pour rendre les choses possibles, et deux, même s'ils baissent, ça ne changera rien, qu'il va falloir augmenter le plafond de la dette américaine. Et dans un contexte où le Congrès américain ou le Parlement américain est extrêmement divisé, et rarement il a été aussi divisé, hein, puisque vous savez ce qu'on pense de Trump, hein, quand on est démocrate, ils vont pas faciliter la tâche. Et là, Trump vient de lancer son idée de Beautiful Bill, hein, c'est-à-dire son prochain projet pour l'exercice budgétaire. Et il a prévu d'à la fois baisser
les dépenses sociales et de baisser les impôts. Bah, sur le fond, il n'y a rien d'anormal. Si vous voulez dépenser moins, enfin, si vous voulez contrôler votre budget, soit vous dépensez moins, soit vous prélevez plus. Et si vous voulez prélever moins, bah, vous devez dépenser moins. Bon, clairement, il a dit dans le Beautiful Bill, il va y avoir une baisse des dépenses fiscales et pour équilibrer une baisse des dépenses sociales. Mais dans un sens qui ne plaît pas du tout aux démocrates, donc ça risque de traîner des pieds. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que dans l'imaginaire collectif, ça va rendre d'autant plus difficile l'augmentation du plafond de la dette, parce que pour augmenter le plafond de la dette, il faut que les démocrates et les républicains se mettent d'accord, et c'est avec ce genre de programme, voilà, les républicains, ça va aller, mais les démocrates, ils n'ont pas envie d'être de ceux qui ont accepté à avaliser tout ça. Il va y avoir des tractations, etc. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette période risque de durer quand même des mois. Ok, peut-être des jours, peut-être des semaines, mais sans doute des mois. C'est le temps que ça prend pour relever un plafond de la dette avec les tractations, les navettes, etc., etc. En tout cas, dans l'immédiat, maintenant je vais arrêter de faire du blabla, on va regarder les faits. Le taux à 10 ans, il explose. Ok, en l'espace de 4 jours, de 5 séances, on a connu des plus bas jusqu'au plus haut qui font 5%. 5% en 5 jours, c'est beaucoup, quoi que ce soit. On ne parle pas du Bitcoin, là, on parle du taux à 10 ans. C'est-à-dire ce que les gens veulent être payés pour prêter de l'argent à 10 ans. Et le problème, c'est qu'au pire moment, vous avez Moody's qui a dégradé la dette US. S'il a dégradé la dette US, ça veut dire que le mec qui veut prêter aux États-Unis, il dit attends, moi je vais bien te prêter des sous, mais il va falloir lâcher du fric parce que moi t'es un emprunteur plus risqué qu'avant. Donc au pire moment, Moody's baisse la dette des États-Unis. Attention, hein, Moody's c'est le troisième qui le fait, Fitch l'a déjà fait et S&P l'avait déjà fait il y a des années. Donc c'était le troisième, on va dire, hein, c'est le troisième à baisser la dette de l'État. Donc à ce niveau, c'est pas révolutionnaire. Mais voilà, ça tombe très très mal, la pression elle est là, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que si le dollar il est attaqué, si la dette américaine elle est attaquée, eh bien on n'a pas envie véritablement d'emprunter de l'argent parce que ça coûte cher. Le taux à 10 ans va en fait servir d'étalon pour les entreprises aussi. Donc plus les entreprises payent cher pour se financer, plus ça va venir grever leurs profits, leurs résultats, etc. Donc il y a une sorte d'ambiance délétère tout d'un coup qui fait craindre que les entreprises américaines soient en difficulté et que derrière la bourse aille mal. Ok, on va voir maintenant si les choses sont compatibles les unes avec les autres, si elles sont congruentes ou s'il y a des loups qui se cachent à gauche à droite. Ok, alors normalement le taux à 10 ans augmentant, on devrait avoir des titres, des obligations à 10 ans qui baissent. Je vais le récupérer, il est ici. Est-ce que c'est effectivement le cas? Oui, c'est le cas. Ce qui m'intéresse, c'est pas cette bougie-là, ça c'est aujourd'hui, ça c'est la bougie d'hier. Il y a même une grosse baisse de la cote du prix de la dette à 10 ans. C'est normal, ok, puisque c'est un effet balançoire. Clairement, lorsque le taux à 10 ans, il augmente, eh bien les vieilles obligations, elles voient leur valeur baisser. Pourquoi? Imaginons un petit peu, vous avez acheté une bagnole, elle a des performances. Et là, vous avez une nouvelle bagnole qui vient de sortir au même prix avec des meilleures performances. La vieille bagnole, avec les caractéristiques d'avant, elle vaut moins cher parce que maintenant, vous pouvez avoir pour le même prix quelque chose de mieux. Là, c'est exactement pareil. Les nouvelles obligations qui vont sortir vous donnent je schématise, du 4,6%, alors que les vieilles obligations vous rapportaient mettons du 4,4%. Ça rapporte moins, donc les gens en veulent moins, donc ils les bazardent. Ça baisse jusqu'au moment où on revient à des niveaux de cotes intéressantes. Donc là, effectivement, ce qui se passe, c'est normal. La valeur de la dette à 10 ans baisse, ok? Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au niveau de l'or. Pourquoi c'est intéressant au niveau de l'or? Parce que s'il y a panique, l'or monte. Et l'idée, effectivement, ici, c'est que ça fait 3 séances que l'or monte. Donc, c'est congruent, ok? Il y a un rebond sur la zone des 32,50, 32,00 qu'on avait identifié dans la vidéo sur l'or. Donc, voilà, ça monte. Mais attention, vous remarquez qu'on est sur des niveaux quand même relativement faibles. On est sur des niveaux qui sont loin des niveaux records d'il y a un mois, pile poil, jour pour jour. Donc, on est loin également d'avoir un phénomène de panique, hein.
Ok, c'est la première des choses à remarquer. Oui, les marchés n'apprécient pas, mais on n'est pas sur un mode panique. On regarde les autres valeurs refuges, c'est-à-dire le franc suisse et le yen. Si le franc suisse monte et que le yen monte, ça corrobore l'idée qu'il y a un petit peu de panique parce que ce sont des valeurs refuges. Donc je vous montre là le dollar yen. Vous voyez effectivement, le dollar yen baisse. Si le dollar yen baisse, ça veut dire que le yen monte par rapport au dollar, puisque c'est l'inverse. Hein. Le dollar baisse par rapport au yen, le yen monte par rapport au dollar. Donc le dollar qui baisse par rapport au yen, ici c'est normal. Ça veut dire que les gens se détournent du dollar et vont chercher des valeurs refuges. Et c'est pareil pour le franc suisse. Là, on a la même chose, c'est-à-dire le dollar baisse par rapport au franc suisse ou le franc suisse monte par rapport au dollar, c'est normal. Ok, donc tout ça, ça montre qu'il y a une peur. Mais attention, vous remarquez que ce soit l'or, le dollar en franc suisse ou le dollar yen, il n'y a pas de panique. C'est pas c'est pas ça. Ok, regardez ça. Là, on perd 0,2%. Donc, il y a des menaces. Ok, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, je suis en train de voir si nous sommes dans un mode panique ou si on est dans un mode trou d'air. Et pour l'instant, on est dans un mode trou d'air, on n'est pas dans un mode panique. Peut-être que je me trompe complètement, peut-être que ça va s'aggraver, peut-être que plein de choses. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de panique. Contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Pour l'instant, c'est géré correctement par les marchés. Parce que c'est toujours pareil, hein, si on veut laisser tomber les États-Unis et le dollar, vous allez vous réfugier vers qui la Chine. Les gens n'ont pas envie de ça. Hein. Donc, ce qui nous amène du coup... J'ai fait le tour au marché. Donc, si à partir de maintenant, vous avez un biais qui peut être positif ou négatif, il faut regarder d'un œil particulier ce dont je vais vous parler. Si vous pensez que on est sur des niveaux qui sont absolument inespérés et qu'on va droit dans le mur et qu'on va s'écraser comme des boules de pétanque, eh bien, il faut regarder ce que je dis avec un œil baissier. Si par contre vous pensez que non, c'est comme d'habitude, on va trouver un accord, on va relever le plafond, tout va bien se passer, eh bien, il faut chercher des points d'entrée. Ok, ça sert à ça ce que je suis en train de faire. Vous savez, quand je fais des backtests, c'est de l'analyse purement systématique. Voilà, quand j'ai une configuration, je fais toujours la même chose et je compte sur les dizaines, vingtaines, trentaines, 50, centaines d'occurrences pour lisser les particularités. Si vous faites de l'analyse qui est subjective, qui est discrétionnaire, ben voilà, là c'est plutôt ce que je raconte. Ouais, vous devez avoir une opinion et puis ensuite décider d'acheter ou vendre. Ou alors, si vous avez un regard qui est mixte, eh bien vous pouvez utiliser la vision, on va dire, discrétionnaire de l'actualité et puis derrière aller chercher des backtests dont vous savez que de toute manière ils sont plutôt favorables. Ok, donc c'est une approche qui est mixte. Là c'est ça que je vous propose, vous l'aurez compris. Hein. Donc voilà, l'idée c'est quoi? C'est que le SP500 il est venu chercher un plus haut ici. Donc vous voyez, on avait bien une structure qui était baissière. Là, on a une structure qui est note avec des pics qui sont ascendants, des creux qui sont descendants. Et j'ai expliqué, désolé, c'est un peu difficile si vous démarrez, mais j'avais expliqué que pour qu'on soit en tendance haussière, il faut maintenant des pics et des creux ascendants. Les deux, c'est pas le cas puisque les creux sont ascendants, les pics sont descendants. L'inverse, ok? Donc il faudrait encore baisser et encore monter de telle manière à ce qu'on ait des pics ascendants et des creux ascendant aussi. Alors j'avais dit ça plusieurs fois, j'ai dit à toute manière, c'est un mal nécessaire, il va falloir qu'on corrige. C'est exactement ce qui se passe actuellement, donc en ce sens, c'était inévitable et c'est pas une mauvaise chose. Si vous voulez rentrer, vous pouvez rentrer où? Alors, vous avez des niveaux de support, ça sert à ça les supports. Vous avez 57,90, 57,60, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est donc théoriquement devenue support. Vous pouvez acheter là et parier sur le fait que voilà, derrière on va monter. Bon, là c'est minimum syndical. Vous pouvez vous dire non, c'est quand même pas assez. On est monté de 20% en l'espace d'un mois, 23%. Faut arrêter, hein. On va aller chercher au moins 56, 50, 55, 80 et comblement de ce gap. Alors c'est là que ça peut être intéressant de tracer des fibos. Parce que les traders aiment bien rentrer sur les fibos. 23 c'est là, 38 c'est là. Bah, ouais, pourquoi pas, hein, aller chercher 38,2%. Ça veut dire aller chercher les 56,50 et on fait une petite mèche ici, on repart vers le haut. Ouais, pas mal. Ok, donc si vous êtes haussier, surveillez bien ce niveau-là, ça pourrait être intéressant. Ok, autrement dit, a priori, pas de panique à acheter tout de suite. N'oubliez pas tous les backtests que j'ai fait, notamment hier avec le Nasdaq, hein, parce que bon, forcément, hein, ça joue toujours. Hein. Maintenant, imaginons que vous soyez baissier. Bah, si vous êtes baissier au regard de tout ce que j'ai raconté et que vous sentez que la fin est proche, bah là franchement c'est pas cher payé de vendre maintenant
de spéculer à la baisse maintenant, stop de protection large au cas où il y aurait des faux espoirs. Boum, on parie sur un retour sur les plus bas. Ouais, ça va, hein. Le ratio gain risque il est bon, le scénario il est pas absurde non plus. Hein. Voilà ce qui se passe au niveau du Nasdaq. C'est exactement pareil, sauf que c'est encore pire. Pourquoi c'est encore pire? Regardez, bon, non seulement on a perdu 1,3%, je sais pas quoi on a perdu sur l'S&P 500, excusez-moi. On a perdu 1,6. Ok. Donc sur le Nasdaq, on a perdu 1,3. Ce qui est pas cher payé en fait, hein, parce que les taux ont plus d'influence sur les entreprises qui sont structurellement très endettées, et les entreprises technologiques sont beaucoup plus endettées que les entreprises du S&P 500 en général. C'est pas cher payé. Bref, là pareil, si vous pensez que c'est la mort, ah oui, n'oubliez pas, excusez-moi, n'oubliez pas l'Ishimoku, hein. J'avais expliqué qu'on avait touché l'objectif. L'objectif, il a été cherché au point près. On met 50% au niveau du twist, vous voyez, au point près, on est allé le chercher. Encore aujourd'hui. Donc, bon, les analystes Ishimoku vont pas voiser, là, ils auront bien raison. Donc, si je considère qu'on est parti pour baisser, première zone de support, bon, j'avais dit de toute manière qu'il y avait trop de gap ouvert, ça ressemble à un fromage, c'est pas jouable. Ici, et deuxième niveau, là. Troisième niveau, ici. On peut rentrer dès là, stop de protection court. Là, stop de protection court. Là, stop de protection court. Un peu ici, un peu là, un peu là. Vous divisez par 3 la position, hein, du coup, hein, pour pas être trop exposé. Stop loss court ou alors stop loss large. Bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Là aussi, on a des pics et des creux qui sont ascendants. Il faut impérativement, derrière, baisser pour remonter, hein, pour avoir des pics ascendants et des creux ascendants. Hein. On l'a déjà dit plusieurs fois. Si vous avez un biais baissier, c'est pareil. Hein. Si vous pensez que c'est la mort qui arrive et qu'on va tous crever dans d'atroces souffrances, c'est pas cher payé. Hein. Il y a un stop de protection un peu large ici, voilà. Et puis parier sur une visite des abysses. Hein. Ouais. On va passer au CAC 40. Je suis désolé, c'est un peu long parce que forcément je parle davantage. J'espère que voilà, donc le CAC 40 il a terminé plutôt par on peut pas savoir exactement ce qui s'est passé, mais on était déjà mal luné, hein, à 0,4% de baisse. J'ai envie de dire, là c'est pareil, on a été cassé dans notre élan parce que moi je voulais qu'on aille chercher comme sur le S&P 500 et le Nasdaq l'objectif du twist Ishimoku. Ok, donc l'objectif c'était d'aller chercher, je vous rappelle, on prend les plus bas, mais 50% au milieu, le haut de la zone de résistance. Quelque part, c'est un mal pour un bien parce que ça veut dire que, on sait déjà qu'après la consolidation, on aura un objectif. Bon, mais bon, tout en sachant que rien ne fonctionne à 100%, mais bon, ça se tient. Si vous voulez spéculer à la hausse, achetez maintenant, ça me semble un petit peu risqué. On peut envisager d'attendre une baisse ici, comme ça on comble 3 gaps d'un coup, paf, ok. Et puis on parie sur un retour de la hausse, c'est jouable. On peut envisager également d'aller plus bas. Derrière les Fibos, ça sert à ça aussi. Hein. 38% sur une crise importante, 50% c'est pas mal ici. Ça nous permettrait de combler 1, 2, 3, 4, 5 gaps. Et on a une convergence d'éléments, 50% de Fibonacci, ça peut être pas mal. Si vous êtes baissier, c'est pareil, vous spéculez à la baisse, stop de protection large. Voilà, j'arrête, j'ai beaucoup trop parlé. Moi, je resserre mon stop. Hein, vous savez, j'ai acheté ici pour des raisons que j'ai déjà évoquées 100 000 fois. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai pris un TP1 ici et mon stop de protection, je le remonte ici, là. Ok. Et puis on verra après. Non, il est là, pardon, 7691. Mais je sortirai, écoutez bien parce que ça c'est important, je sortirai si on clôture. Alors je vais mettre le stop là pour mémoire, sous ces plus bas là, mais je ne sortirai que si on clôture en dessous. J'ai bien dit clôturer en dessous. Ok, donc je sortirai sans doute plus bas, mais c'est pour mémoire. J'ai déjà pris un TP1 ici. Ok, voilà. Vous avez la vidéo sur l'or qui pourrait vous intéresser. Ah oui, dernière chose, l'or, oui,
Si vous pensez que c'est parti pour monter, vous avez une vidéo que j'ai faite. Ah oui, Bitcoin, c'est intéressant. J'oublie toujours d'en parler de Bitcoin. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, c'est le marqueur d'un risk on. Quand on veut prendre des risques, quand on se sent bien chaud pour prendre des paris haussiers, on achète du Bitcoin. Et l'inverse, quand ça va mal, quand on a peur, on vend du Bitcoin. Et attention, mesdames, messieurs, et oui, record historique. Je parle même pas en hebdomadaire, là, je parle en journalier. Le précédent record, il était là. 109, 154 et là, mine de rien, boum, 110 000. On n'a jamais coté aussi haut sur le Bitcoin. Petit clin d'œil à ceux qui pensent que Bitcoin c'est du vent. Peut-être que c'est du vent, mais c'est le vent le plus cher qu'on connaisse. Si vous voulez acheter du Bitcoin et que vous voulez acheter avec un partenaire français, régulé, sûr, simple, j'ai un partenaire pour ça, c'est Cryptcool. Vous avez un lien en dessous de la vidéo et je répète, c'est français. À demain pour la mise à jour.